à être approuvé automatiquement. Et de la même manière que déposer un projet dans une zone défavorable n'interdit pas le fait que ça puisse se faire. Donc, vous savez, c'est toujours d'une très grande simplicité et d'une grande limpidité. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau départemental, je vais commencer par prendre l'échelle départementale, quand on fait la somme, si vous voulez, c'est 500 mètres, je crois, par rapport aux maisons. La somme, donc, chaque fois qu'on est à 500 mètres d'une maison, et il y a quand même, malheureusement, peut-être un peu de mitage dans notre département, toutes les autres, les monuments historiques, enfin tout ce qui existe, le préfet me disait, je crois qu'il reste 2,80% du territoire départemental où il est possible d'installer des éoliennes sans être touché par une contrainte réglementaire de la loi. Quand on regarde la carte qui nous a été fournie et qui vous a été transmise, sur notre territoire, elle ne fait pas apparaître de territoire comme étant particulièrement propice à l'accueil d'éoliens. Vous savez que précédemment étaient identifiées simplement les communes d'Hérouvillette et d'Escoville. Hein, c'était ce secteur-là où il y avait, semble-t-il, un couloir qui permettait l'installation. Ces communes avaient fait savoir qu'elles n'étaient pas très partantes pour des installations éoliennes. Et d'ailleurs, nous sommes en train, puisque nous allons avoir à revoir, j'allais dire, à retoiletter notre PCAET, le plan climat air énergie territoriale, nous allons certainement donc faire apparaître que nous dirigeons, s'agissant des énergies renouvelables sur le territoire de Normandie-Cabourg Pays d'Auge vers le photovoltaïque, puisqu'il y a sur la communauté de communes au moins 2 projets qui ont commencé, sur lesquels il y a déjà du travail de fait, et un troisième potentiel. Et donc a priori, nous n'avons pas de velléité pour proposer d'installation éolienne sur notre secteur. Voilà, ce préalable étant énoncé, le débat est ouvert si vous souhaitez que l'on en parle aussi. La carte qui vous a été présentée vous interpelle. Pas d'observation, pas de remarques. Oui, Alexandre. Je peux juste faire une remarque, vu que j'avais envoyé un message à tous là-dessus. Je trouve que sur la carte qui nous a été fournie et pour laquelle on nous demande une réponse avant demain, me semble-t-il, la terminologie est un peu particulière. Moi, je lisais des zones rédhibitoires. Je comprends très bien dans ce cas-là qu'on ne mettra pas d'éoliennes à cet endroit-là. Et juste après, considérer comme zone similaire une zone à fort enjeu avéré. Alors moi je trouve ça un peu étrange de dire une zone à fort enjeu avéré, c'est une zone où potentiellement il n'y aurait pas de projet d'éolienne du tout. Ça me paraît assez étrange. Et ce qui me gênait beaucoup dans la carte, c'est que justement on se retrouve avec tous les marais qui sont sur NCPA, qui sont notés comme zone à fort enjeu avéré. Pour moi, si on a des marais, si on a des zones de migration ou de choses comme ça qui sont normalement rédhibitoires justement pour l'installation d'éoliennes, il faudrait que ce soit amalgamé avec les zones grises qui sont notées comme rédhibitoires. Oui, là, je peux t'apporter une réponse, c'est-à-dire que les zones grises, elles correspondent à des zones où il existe à l'heure actuelle des textes réglementaires qui permettent, qui ipso facto, rendent impossible l'installation d'éoliennes. Notamment la question des maisons, de la proximité des maisons. Les zones qui apparaissent effectivement en rose, ce sont des zones où il apparaît qu'il y a des facteurs comme effectivement, je vais dire, les zones humides, la biodiversité, la qualité paysagère et en termes de biodiversité des marais. Mais chacun le sait aujourd'hui, les marais de la Dive, ils ne sont pas protégés par grand-chose d'un point de vue réglementaire. Il y a en dehors des plus, le cas échéant, mais il n'y a pas une réglementation nationale qui s'applique et qui permettrait de dire c'est totalement impossible. Et donc c'est ce distinguo qui est fait entre des zones où réglementairement c'est même pas la peine, puisque là il y a un élément juridique qui permet de dire ça n'est pas possible, et des zones où juridiquement ça resterait possible, mais où ça apparaît comme étant véritablement absolument pas souhaitable. Voilà, c'est ça le distinguo. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Serge.
avec satisfaction qu'il n'y a pas d'hostilité de principe à la présence d'éoliennes sur notre territoire, surtout qu'on a un territoire qui se veut territoire d'avenir, qui se définit, qui a aussi un chapitre concernant l'énergie renouvelable. Et je trouve ça bien que, enfin apparemment, hein, à moins que je parle un peu vite, mais qu'il n'y ait pas d'hostilité de principe à la présence d'éoliennes, parce qu'on ne peut pas toujours dire moi j'en veux bien, mais pas chez moi, mais plutôt chez les autres. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc il y a bien un moment où il faut quand même simplement examiner. Maintenant, il y a des nouvelles règles qui font que les élus peuvent contester le principe d'une mise en place d'éoliennes sur une zone trop proche des maisons. Donc voilà, je pense qu'il y a des ouvertures aujourd'hui qui permettent la discussion sur la mise en place des éoliennes, mais je crois qu'on ne peut pas s'y opposer simplement par principe. Après, tu as évoqué deux projets de photovoltaïque, hein, c'est ça. Donc je pense que là, on peut dire que NCPA, notre territoire aura au moins payé sa contribution à l'énergie renouvelable, et c'est très bien. Après, je ne dis pas que ces projets en question sont, tels qu'ils sont présentés, faciles à accepter pour les élus, pour nous, mais après, je n'ai pas la teneur, les aboutissants, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était ça, c'est que je crois qu'on ne peut pas avoir une hostilité de principe au développement des énergies renouvelables, simplement en disant c'est mieux chez les autres et pas chez moi. Alors, sans vouloir rentrer dans le débat, je n'ai pas senti d'opposition de principe, je n'ai pas senti un enthousiasme énorme pour monter des éoliennes. Et ce que j'ai dit quand même, ce qui est dit, parce que j'allais dire pour le coup l'État nous simplifie les choses, puisque sur notre territoire c'est totalement impossible. Voilà, donc ça, et que le photo, voilà, et que c'est plus facile, et que le photovoltaïque a l'intérêt de la manière dont il est envisagé chez nous, c'est-à-dire c'est d'être fait sur d'anciennes carrières qui ont été comblées et où ce sont des terrains qui sont incultes et où véritablement on rentre complètement dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire qu'on n'artificialise pas des terrains agricoles et on utilise des terrains qui ne servent à rien autrement. Mais je veux dire, avec le projet de territoire qu'on a, je pense qu'on ne pourrait pas avoir une hostilité de principe à la mise en place d'éoliennes sur un territoire. Bon, il se trouve qu'effectivement, notre territoire n'est pas favorable et à ce moment-là, on ne fait pas le projet de territoire qu'on a fait. Et puis, on fait venir Nord Stream 2 jusqu'à Cabourg ou Dives-sur-Mer et puis voilà, on est tranquille. Mais on peut pas se tourner vers l'avenir et en même temps refuser d'un revers de main toutes les technologies qui permettraient de développer une énergie renouvelable. Je signale au passage que apparemment les éoliennes ont fourni beaucoup d'énergie électrique ces dernières semaines. Bon, il y avait beaucoup de vent, donc ça a favorisé effectivement la chose, mais bon. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. Si des éoliennes à Cresswell, je reconnais que je serais un peu embêté vis-à-vis de ma population. Non, mais attention, que je serais embêté vis-à-vis de ma population, mais que moi j'y serais favorable. Et je pense qu'il y a des endroits à Cresswell, notamment le long de l'autoroute et sur certains champs qui se trouvent tout à fait dans les hauteurs de Cresswell, où on pourrait tout à fait mettre des éoliennes qui ne dérangeraient pas beaucoup les habitants, enfin je pense. Le problème des éoliennes aussi, c'est la taille qu'elles font maintenant, puisque plus ça va, plus elles sont gigantesques et elles sont quand même. Enfin, moi, je connais des secteurs où, notamment, enfin, du côté de Thury-Harcourt, sur la route de Falaise, où certains habitants, quand ils font le tour à 360 degrés, il n'y a pas un angle de vision où il n'est pas une éolienne voilà. Donc, il faut aussi être vigilant. Le respect des paysages est quand même quelque chose qui compte aussi. Il faut être vigilant, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on se tourne vers les énergies d'avenir? Est-ce qu'on essaie de se passer du pétrole et du gaz russe ou est-ce que... Oui, alors il y a le nucléaire, mais enfin, une centrale nucléaire, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, et je rappelle que le nucléaire, tout le monde est pour le nucléaire aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y ait un accident un jour. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais c'est pas exempt de tout danger non plus, le nucléaire. Donc voilà. Bon, allez, on va pas ouvrir le débat sur les énergies renouvelables ici. Le Parlement vient de le faire et vient de légiférer en la matière. Ce que je remarque d'ailleurs, c'est que dans le souci
j'allais dire, de promouvoir plus les éoliennes. Le gouvernement a retiré aux maires qui disposaient précédemment d'un pouvoir de veto sur l'installation d'éoliennes. Aujourd'hui, le pouvoir de veto ne peut être acquis que si c'est indiqué dans le cadre du plus, c'est-à-dire que le document d'urbanisme, et donc ça veut dire que tous les dossiers qui vont arriver avant que des plus soient modifiés aux revues, le maire n'a plus le pouvoir de veto comme il l'avait précédemment. Donc pas d'autres remarques. Voilà, je vous demande donc simplement, il ne s'agit pas d'approuver le document, mais de prendre acte du fait qui vous a été présenté, que vous avez pu faire valoir vos remarques. Le point suivant, c'est le pôle métropolitain réseau ouest normand, avec la nécessité donc de... avec la nécessité de désigner nos représentants. Je vous rappelle que le pôle métropolitain s'est construit d'abord autour d'un syndicat qui assurait le SCOT pour l'agglomération caennaise. Et à partir de ça, c'était de cette structure de base qu'on avait créé le pôle métropolitain qui s'inscrit, il faut être lucide, j'allais dire, à un moment donné, il y avait le pôle métropolitain de l'Estuaire qui grandissait et un peu la nécessité de marquer les territoires, l'ancienne Basse-Normandie. Et donc le pôle métropolitain de la région caennaise, en réalité couvre peu ou prou l'ancienne Basse-Normandie, puisqu'il va jusqu'à Cherbourg, Argentan, Saint-Lô, il redescend et il se limite. Alors après ça, il y en a quelques-uns. Je crois que Lisieux doit avoir la double appartenance et peut-être Honfleur également, me semble-t-il, dans les communautés de communes. Et Deauville, le cœur Côte-Fleury n'a que le pôle de l'Estuaire. Voilà, pour vous dire, c'est à ce niveau-là que se situe la ligne de démarcation, si je dois parler de la sorte. Ensuite, voilà, après ça, on a eu une petite discussion en bureau parce que c'est sûr que on fondait beaucoup d'espoir dans ce pôle métropolitain, mais qu'il semble-t-il a un peu du mal à monter en puissance, hein, puisque il y avait un certain nombre de données, notamment la mobilité sur lequel on l'attendait beaucoup, mais on a traité également, normalement, on traitait dessus des problèmes agricoles. Il y avait également une structure qui s'occupait des déchets, j'ai été entendu une fois, de la présence médicale, hein, de la cartographie médicale. Voilà. On a tous à gagner à ce que le pôle métropolitain soit efficace et nous aide à porter des politiques et surtout à faire des diagnostics sur une échelle qui n'est pas la nôtre, mais dont on a intérêt à avoir connaissance. Donc, nous avons regardé, alors il y avait un certain nombre de transformations, donc maintenant la partie SCOT est séparée, hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie du pôle métropolitain qui ne gère que le SCOT, mais qui n'est plus la même, et donc il y a ce nouveau pôle métropolitain, on avait voté, je crois, en décembre ou en novembre, la séparation entre les deux, donc il s'appelle pôle métropolitain réseau ouest normand. Et donc il fallait désigner nos représentants, à savoir 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants pour siéger au sein du comité syndical du dit pôle métropolitain. Et donc nous vous proposons, sans recourir au bulletin secret, de désigner, alors on a pris des personnes qui étaient précédemment déjà, donc qui avaient une connaissance des dossiers, Sophie Gauguin et François Vanier en qualité de représentants titulaires, et Pierre Mouraret et Olivier Collin en représentant en qualité de suppléants de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Donc je soumets les noms que je viens d'énoncer à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Et donc je charge vraiment nos représentants de booster un petit peu le pôle métropolitain pour qu'il monte en puissance. C'est vous qui me fermez. Donnez-moi chaque fois. Oui. Oui, dire un mot pour remercier l'Assemblée pour cette belle élection, cette belle désignation. Je voulais juste apporter un petit mot sur les actions du pôle métropolitain qui a été très très actif depuis l'été de 2022, qui a beaucoup fait travailler ses membres sur
les attentes de la loi climat résilience et également sur la modification du SRADET. Bon, le président l'a fort bien dit, ce pôle a été créé justement non pas pour être de l'autre côté de la ligne de démarcation, mais pour affirmer quand même la présence de l'ouest de la Normandie. Hein. Il y avait 2 Normandies avant, maintenant il n'y en a qu'une, mais il y en a une qui quand même a une forte pression. Et lors de la création justement de ce réseau du pôle métropolitain, il y avait une forte prédominance de l'axe Seine. Hein. L'axe Seine qui a fait suite à la décision politique de la création du Grand Paris pour aller étendre sur l'axe Seine. Et il a fallu quand même pas mal batailler pour affirmer la présence de l'ouest de la Normandie, notamment justement dans la modification du SRADET tout récemment. Et ça n'a pas été quelque chose de facile. Juste pour vous donner un exemple, dans les grands projets d'intérêt national qui vont être retenus dans le SRADET, ça c'est sur décision de l'État. Vous n'avez que 2 projets, c'est le projet du contournement sud, du contournement de Rouen et de la nationale 12. Ça a été décidé par l'État. C'est l'Adréal qui n'a retenu que ces 2 projets-là. Et fort curieusement, l'Adréal a son siège à Rouen. Donc vous voyez que les relations sont cordiales entre les 2 anciennes Normandies, mais il y a quand même des présences fortes à affirmer. Voilà. Sophie. Ah là là. Bon, on va essayer de sortir de ce traumatisme entre les ex-régions. D'abord parce qu'il y a effectivement des territoires qui aujourd'hui portent des projets importants, que le SRADET n'est pas adopté. C'est une obligation qui est imposée à la région, à toutes les régions de France par la loi, d'adopter un schéma régional d'aménagement du territoire. On s'en serait bien passé, parce qu'en gros, on nous renvoie un exercice qui finalement doit prendre en compte les lois nationales et européennes et des décisions locales pour trouver des équilibres, et qui aujourd'hui intervient à un moment donné où on doit en plus inclure ce que va être le ZAN, dont on ne sait pas encore ce qu'il doit être. Donc le président de région a entamé une grande concertation pour qu'on aboutisse au schéma le plus équilibré possible. Il a rencontré les présidents des associations, des maires des départements, les présidents des EPCI, les présidents des SCOT, l'ensemble des fédérations économiques, acteurs économiques du territoire, les fédérations du bâtiment aussi, puisque globalement, vous avez bien vu qu'avec l'ensemble des évolutions, il y a des territoires entiers où on aura des consommations d'espace très réduites. On le voit bien déjà avec nos SCOT. Et donc, on aura non seulement une continuité de ces échanges pour co-construire le SRADET, qu'on devra adopter avant la fin du mois d'avril, que donc l'ensemble des EPCI sont concertés, qu'on va continuer, qu'on aura un débat dans l'hémicycle le 6 février prochain, exclusivement consacré à ça, puisqu'on a plusieurs options qui s'offrent à nous. C'est soit on dit on applique la loi, rien que la loi, et voilà, soit on essaie de bâtir un modèle normand d'application du SRADET qui tient en compte des besoins de développement des uns et des autres, qui sont différents, hein, mais effectivement qui ne sont pas les mêmes. On a des territoires plus industriels, d'autres qui ont besoin de se développer et d'être des réserves agricoles. Voilà. Donc on essaie de bâtir un modèle un peu nouveau, c'est compliqué, mais le schéma n'est pas adopté. Donc voilà, et évidemment notre volonté c'est de continuer à trouver les équilibres dans une région normande réunifiée. Il se passe énormément de choses en termes de développement industriel à Cherbourg, dans le département de la Manche, dans l'Eure aussi. Alors on en parle moins, c'est moins spectaculaire qu'un projet qu'on appelle à lui tout seul Axe Seine, mais puisque c'est moi qui m'en occupe, je peux vous dire que ça booste un peu partout, qu'il y a de la belle réindustrialisation à Flers, dans l'Orne aussi. Donc j'aimerais que collectivement on sache qu'il se passe plein de choses partout, y compris chez nous, que la ville de Caen est un énorme pôle en matière d'enseignement supérieur et de recherche,
qu'il va se passer énormément de choses sur les formations en termes de cybersécurité, de cybercampus. Enfin voilà. Donc je crois qu'il faut revenir à des équilibres qui existent et qui se bâtissent en fonction de cette Normandie avance sur ses deux jambes. Merci Sophie. Alors, point suivant, le Beffroi, division de la propriété immobilière avec la commune de Dives-sur-Mer et autorisation au président de procéder au rachat des volumes. Donc, je vous rappelle le montage tel qu'il avait été conçu à l'origine. C'est l'établissement public foncier de Normandie qui a racheté cet ouvrage. Nous lui avons qui fait les travaux, mais nous lui remboursons l'ensemble des travaux. Et il est prévu qu'au moment de la réception intervient le 27, et à partir de ce moment-là, immédiatement, l'établissement public cède et on se répartit les volumes. C'est le travail qui a été fait. Je vous rappelle que le Beffroi en lui-même sera essentiellement la propriété de Normandie Cabourg-Pays d'Auge, puisque c'est une annexe très importante, enfin c'est pas une annexe, c'est puisque c'est au moins aussi grand que le Beffroi, la partie marionnette est donc une salle qui a été construite à l'arrière du bâtiment, et il y a donc simplement quelques espaces communs dans le Beffroi lui-même. Donc, il vous est proposé donc d'accepter ce partage et de m'autoriser à racheter donc le Beffroi. Alors, une fois qu'on a fait les travaux, hein, pas avant, bien sûr, parce que quand je vais vous dire le prix, vous allez trouver que c'était pas cher. En réalité, donc, le prix global est estimé à 8 314,16 €, avant travaux, bien sûr, mais nous, on a fait les travaux depuis. Et puis, nous, on achète pour un montant de 7 059 €, toutes taxes comprises. Voilà, donc la majeure partie, mais ça nous permettra effectivement, une fois payés ces travaux et cette, j'allais dire, cette réhabilitation de grande qualité, hein, qui avait vraiment du sens. Moi, je considère que les collectivités locales ont la responsabilité, quand elles le peuvent, de réutiliser des bâtiments emblématiques. Et s'il en était un à Dives, c'est bien celui-là. Et je suis très heureux, et à la fois pour le bâtiment et pour l'école de musique, qu'on ait pu mener ce chantier à terme, et qu'il ait été mené tant par les équipes de Normandie Cabourg-Pays d'Auge que par celles de Dives, dans un souci, j'allais dire, dans une recherche de subventions effrénée. Hein, je ne pense plus qu'on puisse faire subventionner des dossiers à ce niveau-là, parce que le fonds friche, enfin tout y est passé, mais voilà, ça permet aujourd'hui d'avoir un beau bâtiment emblématique et qui est parfaitement réhabilité et adapté aux missions pour lesquelles il va servir à l'avenir. Donc une très bonne chose, et donc je vous demande à la fois l'autorisation donc de diviser et de racheter la partie qui sera la nôtre. Voilà, je ne vous sors pas les plans, mais j'ai tous les plans, Pierre. Non, juste pour dire un peu ce que j'ai déjà dit lors des vœux, je remercie la communauté de communes d'avoir accompagné la ville de Dives pour la restauration de ce bâtiment, parce que je crois que si on avait attendu quelques années supplémentaires, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu sauver le bâtiment. Là, on sauve un bâtiment qui appartient à la mémoire de Dives, la mémoire ouvrière de Dives. C'est le rôle des collectivités. C'est vrai que peut-être que ça coûte peut-être plus cher, effectivement, de restaurer un bâtiment comme celui-là que de construire un bâtiment neuf. Mais d'un autre côté, ça sauve le patrimoine historique, et on a besoin de cette mémoire pour pouvoir aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant si on n'a pas de racines, et ça fait partie de nos racines. Donc voilà, je tenais à dire effectivement merci à la communauté de communes de nous avoir aidés à sauver ce bâtiment. Et j'ajoute que ça nous a permis de faire travailler des artisans de très très grande qualité, véritablement. On a vu, moi j'ai vu des couvreurs qui travaillaient de manière remarquable, des tailleurs de pierre. Enfin, on a véritablement eu des corps d'état d'artisans de très très grande qualité qui ont travaillé sur
sur ce chantier pour restaurer l'horloge. Enfin voilà, on a eu toutes ces choses-là et véritablement c'est une très très belle réalisation. Pas de questions sur le... Ok, donc vous m'autorisez et à partager, enfin à opérer le partage avec la ville de Dives et à acheter la partie qui nous incombe. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Nous passons donc aux ressources humaines. Oui. Oui, ok. Merci. Ressources humaines. Alors, le premier dossier concerne le fait que notre directrice générale des services ayant fait l'objet d'une mutation, il a fallu procéder donc au recrutement. C'est après. Mise à jour des effectifs. Mise à jour des effectifs, et la mise à jour des effectifs, ça consiste effectivement à supprimer le poste d'attaché qui correspondait donc au grade de notre précédente directrice générale des services et à créer un poste permanent à temps complet d'ingénieur en chef qui est le grade, le poste et le grade qui correspondent le mieux à l'actuelle situation de la personne qui est recrutée pour être notre nouvelle directrice générale des services. Juste, si vous m'autorisez, deux mots pour dire en réalité, aujourd'hui, à la tête des collectivités, on a finalement deux filières qui mènent, soit la filière administrative avec les attachés principal, attachés hors classe, soit la filière technique avec des gens qui sont dans l'ingénierie, des ingénieurs, voilà. Bon. Et donc, la personne qu'on a recrutée, dont je vous ai dit qu'elle avait été responsable de la prospective et de l'intelligence territoriale sur l'agglomération de Grenoble et qu'elle travaillait à l'heure actuelle, notamment avec les petites communes dans le projet du Grand Paris, elle vient de cette filière d'ingénierie, de réflexion, de construction de territoire. Et donc, on va fermer effectivement un poste qui était dans la filière administrative pour ouvrir un poste dans la filière technique d'ingénieur. Voilà. Il n'y a que ça pour le tableau, l'évolution du tableau des effectifs. Donc là, il n'y a pas de vote. Vous constatez simplement cette... S'il y a un vote, s'il y a un vote, là. Il faut voter pour tout. On crée un poste, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Elle arrive le 1er mars, hein, je le dis quand même, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'idée qu'on se fait toujours d'un possible tuilage entre celle qui sort et celle qui arrive, c'est assez compliqué. Et en l'occurrence, là, il sera passé 3 mois entre le départ et l'arrivée. Et j'en profite pour remercier et Stéphanie, qui est à mes côtés, et l'ensemble des membres de la direction et ceux qui travaillent dans le groupe de direction, parce qu'ils font le maximum pour pallier cette absence. Et vous aurez remarqué que, j'allais dire, la vie continue, l'activité continue, les projets continuent à avancer, les réunions se font. On n'est pas, j'allais dire, entre parenthèses. La vie de l'intercommunalité n'est pas entre parenthèses. On fait en sorte que tout fonctionne. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci. Alors, le point suivant, effectivement, là, ne prévoit pas de vote, mais simplement vous propose de prendre acte de l'état récapitulatif des indemnités de fonction pour l'année 2022. Le président ayant une indemnité de fonction d'un montant brut annuel de 28 778,70 € et chacun des vice-présidents ayant une indemnité de fonction en brut annuel de 10 556,88 €. Je vous rappelle que ces chiffres ne correspondent pas au plafond possible, puisque à l'issue,
enfin disons, lors de l'installation de notre bureau en 2020, nous avons décidé de conserver les chiffres précédents, alors que ceux-ci avaient été établis en divisant les sommes en 14 vice-présidences, puisque nous étions 14 vice-présidents à cette époque-là. Donc on est resté sur ces chiffres, sur ces mêmes chiffres qui sont donc à environ, pas tout à fait 80% des possibilités que la loi nous aurait autorisé à faire. Donc ceci est une présentation et je vous demande de prendre acte de ces chiffres. C'est l'information annuelle maintenant pour être sûr que chacun soit bien au courant de ce que perçoit et le président et les vice-présidents. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'être dans la transparence et puis j'allais dire à la limite aussi pour le public, ne pas imaginer que les indemnités que perçoivent les uns et les autres sont des sommes colossales. Voilà, merci. Le point suivant est donc l'attribution, la proposition d'attribution d'un véhicule de fonction au DGS. Alors je vous indique, mais Olivier pourra compléter ce que je dis, que dans la négociation d'embauche de notre nouvelle directrice générale figurait ce point, et que ce point est donc tout à fait réglementaire, puisque la réglementation prévoit qu'il est possible d'octroyer un véhicule de fonction aux agents occupant un certain nombre de postes, dont le poste de directeur général des services pour les collectivités de la taille de la nôtre, et que, bien entendu, ce véhicule de service sera considéré comme un avantage en nature pour l'utilisation à titre privé qui pourrait en être faite sur la base d'un forfait annuel comme la réglementation le prévoit, et que nous prendrons en charge les frais de carburant, les frais d'entretien et les frais d'assurance, frais de carburant en dehors de la période des congés annuels. Donc l'usage de ce véhicule de fonction à titre privé serait limité au territoire national. Voilà ce que je vous propose dans le cadre de ce recrutement. Alors, juste un petit mot complémentaire. Premièrement, pour rappeler ce que j'ai toujours dit depuis la loi NOTRe, que ma crainte, c'était d'avoir une fonction publique territoriale à deux vitesses avec les métropoles, les départements, les régions qui captent les meilleurs et finalement que l'on ait beaucoup de mal à recruter. Ça commence à se voir, je peux vous dire, parce que maintenant que le marché de l'emploi est devenu beaucoup plus tendu, ça devient infiniment plus compliqué de trouver des cadres. Voilà. Et donc moi je m'attache à ce que pour notre collectivité, nous soyons au top niveau. Et aujourd'hui, j'allais dire, les salariés, enfin, par rapport à il y a 3-4 ans, quand un fonctionnaire se présente pour une mutation, il arrive, il a ce qu'il a déjà auparavant dans la place où il est, il a ses aspirations, et puis en face de ça, il y a ce qu'il vous présente comme capacité de travail, enfin, et expérience qu'il a déjà, et qui font qu'à un moment donné, voilà, on se met d'accord sur un certain nombre de points. Là, il y avait le véhicule de fonction. Je l'ai également dans une autre administration dont je m'occupe. Ça fait partie aujourd'hui, dans de très nombreuses collectivités, d'un avantage qui permet, si vous voulez, de limiter, que ça ne soit pas de la masse salariale avec les charges qui vont avec. C'est simplement pris fiscalement en compte comme étant un avantage. Voilà, ça faisait partie du lot. Oui, Roland. Simplement, ma question, c'était de savoir quel était le type de véhicule mis à disposition. Alors, une Pontiac... Mais non, c'est une Lexus RX. Une Peugeot moyenne gamme. Une Peugeot moyenne gamme. Oui. 3000, non, je sais pas, oui. 3008, vraisemblablement. Oui, 3008. Ouais. Non, on est quand même... Roland, tu me connais quand même.
Tu me connais, Roland, quand même. C'est toi qui as dit ça, Naïmi? Tout le monde. Simplement que les choses soient claires pour tout le monde. Oui, oui, Je pense bien qu'il sûr. est logique que chacun sache. Alors, oui, Gérard. Je voulais poser la question, ayant moi-même dans mon ancienne vie roulé énormément, et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez privilégié l'option carburant, entretien, assurance à l'indemnité kilométrique pure? Parce que c'est le principe, enfin, c'est le principe du véhicule de fonction, c'est-à-dire que ça évite d'avoir à tenir le cahier journalier et toutes les choses. Et pour le coup, elle a un forfait qu'elle doit déclarer à l'administration fiscale. Mais c'est un avantage qui fait qu'à un moment donné, un salarié qui a le choix entre deux emplois, il va choisir celui-là et pas un autre. Oui, oui, Serge. Vous ne privilégiez pas la voiture électrique parce que vous parlez de remboursement d'essence? Bon, écoute, dans les autres, toujours dans l'esprit du territoire d'avenir. Oui, oui. Non, mais on aimerait tous pouvoir rouler en électrique. Alors, premièrement, les voitures électriques qui font 500 ou 600 km, et quand tu as à faire un voyage à Paris, c'est ce qu'il te faut. Il ne faut pas que ça soit en plein hiver, qu'il fasse très froid, parce que tu ne fais pas les 500 km. Voilà, donc ça reste encore un peu compliqué. Par contre, ce qui est certain, Serge, c'est que nous rachèterons au fur et à mesure que notre parc de véhicules thermiques pas de fonction, mais de service, va aller vieillissant. On le remplacera par des véhicules électriques parce que là, il s'agit de personnes qui font des contrôles d'assainissement, enfin, qui font 40 km dans la journée, et là, ça s'y prête complètement. Mais je prends l'exemple du Civedac. Au Civedac, on a été obligé, nous avons 2 véhicules de service électriques et un véhicule de service thermique parce qu'on est bien obligé, quand on va à Flers ou des choses comme ça, ça peut être un peu juste. Et je te rappelle que dans la gamme 3008, il existe un modèle hybride rechargeable qui... Pour le type de déplacement professionnel ici, c'est un bon moyen. Ces véhicules consomment longtemps, ils ont des petits moteurs, ils fonctionnent sur les moteurs. Ils consomment énormément. Donc il n'y a pas d'économie sur ce type de véhicule. Moi, la mienne consomme 6 litres et demi. Ah non, mais attendez, on ne va pas commencer à faire... Et 2 litres et demi sur les 25 000 km que j'ai déjà fait. Oui, mais à combien de tours minute ton moteur Est-ce qu'elle s'intérieure non, mais c'est Harold, tu voulais parler, Harold? Oui, je voulais juste dire une chose. Je pense que chez Peugeot, le hybride moyenne gamme, à 3008, on n'est pas loin de 50 000 €, voire 45 000. Ah, c'est possible. Pas encore que ça se négocie. Là, on part sur le principe d'un leasing sur 3 ans, tout compris, sauf les pneumatiques qui sont à notre charge. Et le principe, c'est que voilà, c'est des frais mensuels, et puis tous les 3 ans, on change de véhicule. Pas d'autres questions? Pas de remarques? Je passe au vote. Qui est contre? 2, 3, 4. Qui s'abstient? Il y en a un 5e, 5. Qui s'abstient? Mais tu viens pas... Ah oui. Non, mais tu t'abstiens tu votes contre pour une personne, tu t'abstiens pour une autre. Une abstention. Et le reste. Merci beaucoup. Règlement du temps de travail, c'est encore toi, Patrice. Oui, tout à fait. Donc, règlement du temps de travail, à l'usage, 2 modifications de notre règlement du temps de travail sont apparues nécessaires. La première concerne prioritairement le personnel technique du service de gestion des déchets et les personnels techniques qui sont associés. Jusqu'à présent, ces personnels travaillaient dans le cadre de 3 cycles de travail
donc basse saison, haute saison et saison intermédiaire. Les conditions pratiques d'exercice de leur mission ont montré qu'on était quelquefois coincé par ces modalités et qu'il était beaucoup plus intéressant, et à la demande même des agents, il était beaucoup plus intéressant d'avoir un cycle de travail de base de 35 heures hebdomadaires pour un agent à temps plein sur la base d'horaires variables, ces horaires variables dépendant des conditions et des spécificités de l'activité du service, quelle que soit la période. Donc, pendant toute l'année, entre les chefs d'équipe et les agents, on fixe les temps de travail, la modalité, le bilan annuel permettant de rester sur un cycle moyen de 35 heures hebdomadaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé pour l'ensemble de ces équipes et pour faciliter l'organisation de leur temps de travail, en particulier des tournées, et quelquefois des tournées supplémentaires qui doivent être faites quand il y a des besoins. Bien entendu, cette proposition a été discutée avec les représentants des personnels, a été validée en comité, alors comment il s'appelle maintenant, c'est CST, comité, enfin je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est le CST. Le deuxième point, c'est que dans le cadre, alors là pour, disons, des agents techniques toujours, mais d'une manière un petit peu plus complète, pour la collecte des déchets, pour la brigade verte, pour la déchetterie, pour le service mécanique, pour le service des réseaux et chemins, et pour les services techniques d'une manière générale, les horaires pourront être adaptés en situation de déclenchement soit d'un plan canicule, soit d'une alerte intempérie neige-verglas. Donc, quand on a des situations de ce type-là, eh bien, évidemment, les horaires de service pourront être adaptés sur proposition du responsable du service et de la direction générale. Là encore, c'est une souplesse qui est donnée. Il est bien évident que quand on a des situations aussi difficiles que des intempéries lourdes ou des canicules élevées, eh bien, il faut pouvoir adapter les modalités de travail de ces agents en particulier. Là encore, le comité technique a approuvé ces modalités qui ont été discutées avec les représentants des personnels préalablement, et le comité technique a souhaité qu'on réfléchisse également, mais ça n'est pas dans la proposition qu'on fait aujourd'hui, qu'on réfléchisse également à ce type d'adaptation pour l'ensemble des personnels, parce que quelquefois, en particulier lors des canicules, il y a des agents qui sont dans des bureaux surchauffés. Et donc, il faut là aussi sans doute pouvoir trouver des solutions. Donc, je vous l'indique, ce n'est pas dans le vote que je vous propose, mais c'est une réflexion qu'on va mener pour l'ensemble des agents. Comité social territorial. Merci beaucoup, Pierre. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Géry. Merci. Simplement savoir où on en est du recrutement du poste de Bénédicte Le Petit qui nous a quittés, qui nous était précieux, savoir si on a des vues sur quelqu'un et quand. Nous avons... le poste, bien sûr, a été ouvert et la publicité en a été faite une première fois. Nous avons reçu des candidatures, une candidature qui nous intéressait, mais la personne, à la fin, n'a pas donné suite. Donc la proposition de candidature est relancée. Actuellement, nous attendons des candidatures, des offres, mais
pour l'instant, on n'a pas encore de solution pour ça. C'est vrai qu'actuellement, c'est très difficile de recruter des agents. Toutes les collectivités du type de la nôtre sont confrontées au même problème. Et peut-être faudra-t-il d'ailleurs qu'on upgrade un tout petit peu le poste pour pouvoir avoir des réponses pertinentes. Géry, pour répondre à ta question, il y a une évolution très nette aujourd'hui dans le monde du travail. Et autrefois, quand un agent se proposait de venir par voie de mutation, c'est qu'il avait regardé qu'il avait vraiment envie. Aujourd'hui, on a des agents qui veulent tester pour savoir s'ils seraient pris ou pas. Et aussi, il y a un certain nombre de personnes qui font la démarche. Et une fois qu'ils ont la proposition en main avec le prix qu'on est prêt à leur donner, ils retournent voir leur employeur et ils disent « Vous voulez pas me voir partir, voilà combien ils me donnent pour que je vienne, est-ce que vous alignez ?» Non mais c'est ça aujourd'hui, hein, véritablement. Moi je vois bien comment les choses se passent. Et d'ailleurs, j'ai donné pour instruction au service ressources humaines, j'ai dit « Je ne veux plus, tant que la personne n'est pas embauchée, qu'on lui fasse des propositions écrites de rémunération et de primes. » Voilà, on lui dit dès que vous nous avez confirmé, on vous le confirme. Mais autrement, on sert, si tu veux, c'est un peu la course à l'échalote, quoi. Alors oui, parce que pour nous, vous savez, à chaque débat, on aborde le sujet, mais c'est un poste majeur pour nous. On avait des très bons résultats et un très bon partenariat avec Bénédicte. On va bientôt arriver en saison, c'est demain, et donc voilà. On a les mêmes difficultés en mairie, nous, pour recruter les postes, donc on comprend. Non, mais on met tous les moyens, pour trouver quelqu'un. On va rebattre les cartes encore cette semaine, mais la semaine dernière, on pensait vraiment que le poste était pourvu. On a eu déjà une première salve à la suite de laquelle on a déjà décidé d'upgrader, puisqu'on était parti sur une catégorie B, et puis après ça, on avait monté d'un cran. Là, on va quand même finir par trouver, mais c'est pareil, c'est un agent majeur, comme tu le dis, on n'a pas le droit de se tromper, donc il faut vraiment qu'on prenne la bonne personne qui va répondre à nos attentes. Surtout, et ça sera l'objet d'un prochain conseil communautaire certainement très animé, surtout qu'on voit bien qu'il y a des évolutions qui vont être indispensables, et donc c'est une personne qui ne vient pas pour gérer le quotidien, mais qui vient pour le faire évoluer. Je voudrais en profiter pour dire que je remercie les équipes actuelles qui, effectivement, sont parfaitement conscientes de la situation et travaillent avec beaucoup de bonne volonté pour mener cette affaire-là, que ce soit les chefs d'équipe des Reapers ou que ce soit les autres agents en charge des différentes actions qu'on mène. Je suis très heureux de voir la façon dont ils prennent à bras-le-corps leur mission et les difficultés que l'on rencontre actuellement. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions à l'approbation de cet avenant numéro 1 au règlement du temps de travail? Pas d'opposition, pas d'abstention. Maintenant, je vais dormir. Alain Larousserie, t'es pas malade? Le provocateur. Ça va venir, je le sens. Allez, on approuve à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au pôle proximité et c'est Kelly qui nous présente donc les activités du local jeune intercommunal pour les vacances scolaires et la tarification des mini-camps. Merci, Président. Alors, effectivement, la politique jeunesse, comme vous le savez, est très importante pour Normandie-Cabourg-Pays d'Auge. C'est l'accompagnement des jeunes, les adultes de demain, en visant le bien-être, l'indépendance, la citoyenneté dans le cadre du développement durable. C'est une démarche de cohérence éducative qui conditionne forcément des actions dans la concertation que nous mettons en place depuis 3 ans. Les enjeux de demain sont avant tout comment communiquer avec les jeunes de notre territoire, savoir ce qu'ils souhaitent en les intéressant à des projets liés aux activités périscolaires et de loisirs.
c'est comment accompagner au mieux les familles en renforçant des ateliers, notamment la parentalité, pour les aider à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. C'est comment transmettre de façon durable aux jeunes générations les savoirs essentiels. Et la grande question, en fait, c'est comment passer à une action inclusive, plus participative et émancipatrice. Alors vous allez me dire pourquoi elle dit tout ça, mais pourquoi? Voilà, exactement, j'attendais. Donc, en fait, nous souhaitons assouplir certaines choses, et même si les accueils de loisirs de Merville, Franceville, d'Ozulé et Amfreville reçoivent une cinquantaine d'enfants dans l'ensemble, il s'avère que les accueils jeunes de 11 à 14 ans de Merville, Franceville et d'Ozulé fonctionnent aujourd'hui avec un tarif forfaitaire à la semaine pendant les vacances scolaires. Donc la nouvelle tarification que l'on vous propose permettrait d'assouplir les modalités d'inscription des jeunes dans un objectif d'augmentation du taux de participation aux activités et surtout la fidélisation des activités. Aujourd'hui, par exemple, donc une famille est tenue de régler le forfait hebdomadaire. Ça veut dire que si le jeune souhaite venir en demi-journée et profiter des vacances pour d'autres activités, donc c'est beaucoup plus difficile. S'il ne souhaite aussi venir que partiellement et non une semaine pleine, c'est pareil, c'est un peu dommage d'avoir un forfait hebdomadaire qui n'est pas souple. Si un jour férié aussi coïncide avec la semaine d'activité du local jeune. Donc, toutes ces mesures, on souhaite les assouplir. C'est pourquoi les tarifs proposés jusqu'en 2022, donc bien entendu, étaient par rapport au quotient familial. Vous aviez les forfaits vacances que je ne recite pas. Donc, on vous propose aujourd'hui une nouvelle grille tarifaire avec un tarif à la journée et à la demi-journée. Donc, ce forfait à la semaine, il divise... Bon, je ne vais pas vous donner la formule de calcul, mais en tout cas, ce qui veut dire que la journée est à 8 € et donc une demi-journée pourrait être à 4 €. Et je pense que ça serait plus souple. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors les autres communes, comment se positionnent-elles? Comme je connais les questions, je vous donne les réponses. Alors, Emmanuel Port qui est pas mal en voix off, vous aurez remarqué. Hein. Donc Deauville, par exemple, dernièrement, puisqu'ils ont repris leur politique de loisirs, propose aussi des tarifs à la demi-journée, et eux, ils sont plutôt sur un tarif à 6 € la demi-journée. Nous proposons 4 €, donc on se positionne plutôt bien. Donc, et vous avez, si vous prenez la journée, par exemple, nous situons sur 11 €. La moyenne est plutôt entre 10,50 € et 17 €. Donc, si vous prenez, par exemple, Hermonville-sur-Mer, ils sont entre 10,50 et 17 €. Si on prend Cabourg, Cabourg est entre 3,20 € et 10 €. Et 10-sur-Mer, entre 3 et 10 € aussi. Donc, du coup, on vous propose aujourd'hui de fixer les tarifs à la journée et à la demi-journée pour les accueils jeunes durant les vacances scolaires. Donc, une journée à 8 € selon le coefficient, 9 € sur le deuxième coefficient, 10 € sur le troisième coefficient et 11 € sur le quatrième coefficient. Pour les journées hors communauté de communes, nous vous proposons 9,20 € sur le premier coefficient, deuxième coefficient 10,35, le troisième 11,50 et le quatrième 12,65. Et sur la demi-journée, nous proposons 4 € sur le premier coefficient, 4,50 € pour le deuxième, 5 € pour le troisième et 5,50 € pour le quatrième. Et la demi-journée hors communauté de communes, donc 4,60 € pour la première tranche, 5,17 € pour la deuxième, 5,75 € pour la troisième, 6,32 € pour la quatrième. Ce que je veux dire aussi, c'est que je vais préciser les activités, les projets 2023. Nous avons un festival Petite Enfance de prévu, nous avons des sensibilisations sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Nous avons des jardins partagés, des liens avec les bibliothèques, des cafés associatifs, des balades comptées,
des projets autour de l'alimentation, des cafés par an, des projets d'environnement, et bien entendu, Prends ta planète en main, qui est une manifestation qui j'espère, va se développer et qui rentre tout à fait dans la transition écologique et le développement durable. Donc voilà ce qu'on vous propose. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui, Colette? Je voulais savoir si la cantine était comprise dans ce tarif, dans le tarif à 8 €. Si, j'ai pas compris. À la journée. Est-ce que le repas? Le repas est compris, oui. Le repas est compris. Oui. Et pourquoi et la demi-journée, le repas n'est pas compris? Non, normalement. Parce que comme c'est juste la moitié. Après, s'il y a des demandes, bien entendu, le repas est assuré, mais théoriquement, il n'y a pas de repas dans le cadre du 4 €. D'accord. Merci. Et pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas que tous les centres aérés aient le même tarif entre toutes les communes de la communauté de communes? Mais je suis ravie de vous l'entendre dire. Non, mais tu l'as payé. Je suis ravie de vous l'entendre dire parce que... fait quelque chose. Le réveillon s'est mal passé, Colette? Pas du tout, mais je vois qu'il y a 50 enfants dans votre centre aéré, enfin l'ensemble des centres, et par exemple dans les communes où c'est bien moins cher, on en a beaucoup plus. Alors c'est normal. Bien entendu. Bien entendu, et c'est une politique que nous devons développer, qui est en réflexion. Nous avons déjà eu des réunions où nous n'avons pas trouvé de point d'entente, puisqu'il y a des projets en cours, et je trouve que votre remarque est très pertinente. Chers collègues, je me permets de dire que nous sommes aussi vigilants, puisque chaque fois que nous baissons les coûts, c'est la communauté de communes qui prend en charge, et donc ça veut dire que les communes qui par ailleurs payent déjà leur centre de loisirs viennent contribuer. Voilà. Donc c'est oui, pour ça. C'est pour ça, je réfléchis à ça aussi. Qu'on paye deux fois le même service, et c'est pas tout à fait logique. Non, mais non, pas tout à fait deux fois, puisque quand chaque communauté de communes est arrivée, elle amenait avec elle ce qui lui permettait d'assurer le fonctionnement auparavant dans ses recettes. Oui, tu as demandé la parole. Très bien. Oui, je voulais revenir sur les CDC hors CDC. Je vois sur Bavent, on applique des tarifs sportifs très défavorables pour les hors CDC. Alors que je vois là, il y a 1,20 € par exemple sur la première tranche. C'est vraiment faire l'appel du pied pour que les autres tours viennent. Mais c'est nous qui payons. Ça m'ennuie. Ça veut dire que, moi je dis, je veux bien 8 € à la base de 8 €. Qu'on passe à 10, 11, 12 €, oui. Laisser de 8 à 9, 20, je trouve que la différence est assez faible. Alors à savoir, quel est le potentiel hors CDC que l'on a, parce que les centres de loisirs sont situés quand même plein centre de notre CDC. Est-ce qu'il y a des gens extérieurs qui viennent? Ben, voilà ma question. Quelle est la proportion? Je vais vous dire, mais je crois qu'il y en a très peu. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Si on prend c'est plutôt le territoire qui est je crois que tu as raison, en majorité. Le positionnement des centres tel qu'il est, je veux dire, il n'y en a aucun qui est en périphérie, et donc il y a peu de chances que, au pire, on peut avoir quelqu'un qui, traversant le territoire, venant de l'Est et allant travailler sur Caen, décide de déposer. Voilà. Mais il faut connaître la proportion. Mais si c'est moitié-moitié... non, mais je pense que c'est infinitésimal, c'est rien du tout. Hein. Non, c'est rien du tout. Ok, pas d'autres questions. Je remercie Kelly qui a été particulièrement concise cette fois-ci. Non, c'est gentil, c'est une fait. Ah non, parce que vous pouvez demander à Kelly de faire voter les tarifs des mini-camps. Et vous démarrez sur la parentalité au néolithique. Hein. On a vu ça déjà. Tous
les conseillers communautaires qui ne connaissent pas forcément tout le système administratif. Et je pense que l'expliquer, c'est une pédagogie très importante pour que tout le monde s'imprègne des projets. Eh ben, c'était une très bonne pédagogie parce qu'elle était effectivement concise et que c'était parfait. Pas d'autres questions, c'est approuvé. OK. On passe maintenant aux questions d'assainissement et de GEMAPI. Et donc, c'est Olivier Collin qui va prendre la main avec, premièrement, l'adhésion à un GO, donc une structure qui est mise en place par le conseil départemental. Tu as la parole, Olivier. Merci, Olivier. Alors, en fait, ce n'est pas l'adhésion, c'est la réadhésion à Ingeneo et est autorisé à signer la convention. Je rappelle que Ingeneo, ce n'est que l'ancien SATES et tout le savoir de l'ancien SATES qui a été remis sous forme d'AMO par le département pour aller vers les communes et vers les communautés de communes. Le Ingeneo a des compétences en domaine assainissement, de l'eau potable, la gestion milieu aquatique et des inondations. Alors je vous dis tout de suite que ici, à Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, on utilise uniquement le domaine de l'assainissement. C'est le service de Thierry P avec lequel Mélanie travaille et sur lequel on pose des questions et qui nous sert surtout sur les petites stations d'épuration. Et la gestion des milieux aquatiques et des inondations, c'est avec eux qu'effectivement on prépare la GEMAPI. C'est le service de Jean-Frédéric Jolimette que j'ai appelé un paquet de fois. Voilà, c'est une réadhésion. Ça nous coûte 7 519,65 € et ça se fait depuis plusieurs années. Mais en aucun cas, je réponds par avance, nous ne les utilisons sur la vision de l'eau potable. Alors, Alain Larousserie. Merci, Monsieur le Président. Oui, simplement, on a eu une petite discussion juste avant, puisque, en fait, dans le projet de délibération, on parle d'eau potable, c'est pour ça. Et à la réunion de bureau communautaire, il y avait aussi dans les questions diverses, donc en lien avec le renouvellement de l'adhésion d'Ingeneo, la question de la gestion de l'eau potable est à analyser, ainsi que les enjeux liés aux épisodes de sécheresse et à la sanitisation de l'eau et à la sécurité des captages. Donc, quand j'avais lu ça, je me suis dit que, comme faisant partie d'un syndicat d'eau, je demandais si on pouvait être associé aussi à ce genre de réunion de travail. Donc, et là, tu m'as dit, mais non, c'est pas du tout ça. Et donc, j'avais du mal à comprendre ce qu'était... Alors, une précision pour toi et pour vous tous, Alain, c'est qu'avec Olivier Paz, nous avons assisté à une réunion en préfecture faite par le préfet sur l'eau potable et ses interrogations. Nous avons un préfet, je le dis bien fort, qui est traumatisé par ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le Virois. Donc aujourd'hui, je le redis, Normandie, Cabourg, Pays d'Auge n'a pas de souci d'eau potable. C'est-à-dire que c'est très simple. Nous avons la canalisation Nord-Pays d'Auge, cette canalisation qui a été installée et préparée par le département du Calvados et qui irrigue tout notre territoire. Donc aujourd'hui, par rapport aux années 70-80, où moi je me souviens, à 16h, 18h, vous ouvriez le robinet un 14 juillet, tu étais sûr de ne pas prendre ta douche. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Mais dans l'esprit du préfet, les plans de sauvegarde pour les distributeurs et pour la production et la distribution de l'eau potable, nous avons un préfet qui veut absolument savoir où il va. Et aujourd'hui, sur le territoire du Calvados, il faut que vous sachiez, je crois qu'on a une soixantaine de producteurs, distributeurs d'eau. Et le préfet dit, mais tous ces 60 ont-ils bien des plans de sauvegarde? Ont-ils bien tout ce qu'il faut? Et il est dans l'esprit, et je le dis parce que je le pense très fort, que à la prochaine mandature, au prochain renouvellement, il dit que
la compétence eau potable sera ramenée dans les communautés de communes. Je rappelle simplement que dans mes propos introductifs, il y a 32 mois, je vous avais dit que ce n'était pas à l'ordre du jour à NCPA, que par contre, au sujet des communes de Dives, de Oliat et avec le syndicat du plateau de Laon, nous avions une réflexion pour nous préparer intelligemment à ce que le jour où on nous demande de se fondre, on soit déjà prêt. Parce que nous avons les mêmes méthodologies, nous sommes en régie, et l'intéressement, c'est de se préparer à cela. Et l'idée que nous avons, c'est que naturellement, nous souhaiterions que Puteaux de Zulay nous accompagne. Ils ont un schéma directeur exigé par l'Agence de l'eau sur lequel ils vont travailler, et que nous, dans l'idée de notre fusion à 3, on prépare la petite place pour le 4e. Voilà où nous en sommes sur l'eau potable. Alors, je te rejoins tout à fait, et puis je partage ce que tu dis. Enfin, c'est deux débats un peu différents, là. Totalement. Donc, je reviens à la première question. Donc, ça ne concerne pas, là, l'adhésion à un Généo ne concerne pas l'eau potable aujourd'hui. Du tout. Enfin, on pourrait, mais je ne les ai jamais utilisés pour ça. Je les utilise dans le service de Tiripé sur tout ce qui est les stations d'épuration, et je les utilise chez Jean-Frédéric Jolimètre, qui s'occupe de la GEMAPI, et en particulier, j'ai rencontré Jean-Frédéric Jolimètre sur quelque chose qui va avoir lieu demain aux archives départementales, sur le projet Adapto, sur la problématique des terrains François, et surtout sur l'idée du projet Adapto, où il voudrait reculer la digue de l'Orne du plan vélo, et la reculer, c'est le projet Adapto, et je soutiendrai l'idée du président, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas à l'ordre du jour. Nous avons si nous entretenons correctement cette digue avec le département, nous sommes totalement capables de la tenir sincèrement entre 10 et 20 ans. Je ne vois pas donner un traumatisme supplémentaire à la commune de Salnelles en allant reculer une digue. Voilà ce que je dirais demain. Avec des mots très, comment dirais-je, diplomatiques. Alain, pour compléter, un GEO, simplement, c'est un centre de ressources et d'ingénierie. On va y chercher ce que l'on veut. On n'a pas la compétence eau. Aujourd'hui, l'État ne nous a pas donné la compétence eau. Donc... Oui, non, mais je veux dire par là, si on avait la compétence eau, on pourrait aller chercher. Ils sont compétents pour donner des indications, mais ça n'est pas notre compétence à nous. Et je veux dire, quand tu adhères à un GEO, tu peux normalement leur demander dans tous les domaines où ils offrent de la compétence et de l'ingénierie. Il se trouve qu'aujourd'hui, la loi a retardé à 2026 la possibilité pour les comités de communes de devenir la structure qui gère les questions d'eau potable. Donc, dans l'immédiat, nous n'avons pas compétence dans l'eau et donc nous ne consultons pas un GEO pour les questions d'eau potable. Et puis je rajouterais simplement pour assurer les consommateurs, c'est qu'aujourd'hui, quand même, l'eau potable est déjà très, très, très encadrée. Ah bah oui. Merci. Oui. Oui, je voudrais quand même rectifier un petit peu, parce qu'il ne semble pas qu'il y ait suffisamment d'eau sur tout le territoire, puisque le syndicat d'eau de Beaufour-Druval refuse des permis de construire pour manque d'eau. Donc il y a au moins sur ce secteur-là un manque d'eau. Et en ce qui concerne le syndicat... entendu parler du moindre permis de construire refusé parce qu'il n'y avait pas d'eau. Après, soyons très clairs, Nord Pays d'Auge est peut-être saturé, mais au moment où on a demandé un coup de main pour aller à Goustranville apporter de l'eau, il s'est avéré qu'il n'y en avait pas besoin parce qu'on avait une capacité supplémentaire grâce au syndicat Puteaux de Zulay, mais très sincèrement,
moi, je n'ai pas... C'est la première fois que j'entends parler de ça. Non, mais Roland, il faut peut-être faire une distinction entre la production d'eau et la capacité de transport. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans un endroit donné, une canalisation à un moment. On a eu le cas, François Vanier se rappelle, à Ranville, avec le camping qui se montait. La canalisation qui existait n'était pas suffisante pour assurer le débit nécessaire par rapport à une installation très importante. Alors, mais je veux dire, en termes de production, je pense vraiment qu'on n'a pas d'inquiétude. La canalisation concernée est de 140. Donc je ne pense pas que ce soit le débit, ou tout au moins la canalisation qui soit en cause, à moins que ce refus du permis d'aménager ait d'autres causes et que c'était un prétexte. Non, alors là, sincèrement, Roland, je ne sais pas te répondre. Et je ne parle jamais quand je ne sais pas. La seule chose que je peux vous affirmer, c'est qu'aujourd'hui, le système sur NCPA est particulièrement bien maillé. C'est-à-dire que lorsque je me situe à Dezulé, que je me situe à Puteaux, je suis capable, ils sont capables de nous aider, comme nous sommes capables au littoral d'Yves ou le Ghat, et sur le plateau de l'An, de renvoyer de l'eau s'ils en ont besoin. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne particulièrement bien, et on a tous cette variable d'ajustement, de sécurisation avec Nord Pays d'Auge. Là, sincèrement, il y a... À mes yeux, on a beaucoup de problèmes, mais heureusement, là-dessus, on n'en a pas. Eh bien, en tous les cas, moi, j'en ai un. Oui, mais là, il y a peut-être autre chose par rapport à ton arrivée de Beaufort-de-Ruval. Moi, une canalisation de 140, il y a... Non, mais là, moi, je dis simplement que aujourd'hui, sincèrement, sur Dezulé, nous mais c'est pas sur Dezulé, hein, c'est pas sur Dezulé. Non, mais sur l'arrondissement, si tu veux, sur la zone géographique. Annie ? Je siège à Nord Pays d'Auge et je crois que Denis Leloup siège également au Nord Pays d'Auge. Je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait un problème sur Beaufort-de-Ruval. Oui, tout à fait. Exactement, c'est un syndicat. Et Roland, il faut que tu appelles le président du syndicat. Ouais. Yves Dehaye. Bon, oui, enfin, je pense. Très bien. Donc, pas d'autres questions pour cette adhésion, cette réadhésion, hein, ce maintien d'adhésion. Tout le monde est d'accord. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Point suivant, donc, on rentre dans GEMAPI. Là, deux points sur GEMAPI. Et je donne de nouveau la parole à Olivier Collin. Alors, en fait, c'est une convention pour la transmission de prévisions de côtes de pleine mer aux marées graves de Cabourg dans le cadre de la gestion des systèmes d'endiguement de la Dives. Et pour te permettre de signer. De quoi s'agit-il? Vous êtes sous le pont de Cabourg, on a un marégraphe. Je vous rappelle que nous avons classé 5 digues. Et dans ces 5 digues, nous avons classé les digues de Dives et de Cabourg, du pont de Cabourg jusqu'au pont du CD 400. Donc nous sommes dans l'obligation de les entretenir, de les surveiller et d'émettre un certain nombre de repères qui sont contrôlés par l'ADREAL tous les 4 mois. Et on s'est aperçu qu'il serait intéressant, et puis c'est surtout une question obligatoire maintenant réglementaire, d'avoir une surveillance qui doit être effectuée de façon quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le fait d'adhérer à cela, ça nous permettra de surveiller en toutes circonstances les systèmes d'endiguement de la Dives. Le point le plus important, c'est que la vigilance en état de veille normal, elle est effectuée par nos troupes. Elle est effectuée, j'allais dire, de 9h le matin à 17h, tous les jours, aux heures de bureau, par le personnel de NCPA. Mais par contre, le jour où il y a quelque chose qui bouge, il faut absolument que
de l'astreinte décisionnelle, on puisse prévenir les communes de Dives et de Cabourg pour qu'eux passent en opérationnel. Et donc c'est tout ça qu'on va se mettre au point avec le fait que, si vous voulez, en état d'alerte vigilance 1, si ça monte de 8,5 cm prévu dans les 24 prochaines heures, on sait qu'il faut agir comme ça. 8,8, même chose, on est en vigilance 1 et on a une vigilance 2 si on dépasse 8,6 à 9 cm. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de prendre toutes les décisions pour avoir des astreintes et pour pouvoir prévenir naturellement les communes de Dives ou de Cabourg dès que nous voyons quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui plutôt monte avec la marée. Pas de questions, pas de remarques. Donc je vous propose de m'autoriser à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dernier point, donc. Ah non, la mise à... Non. Ça y est. C'est fini. On met en place l'astreinte. Questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Alain. Merci. Oui, concernant les ordures ménagères, je voulais savoir s'il y avait eu des mesures qui étaient prises concernant le déficit budgétaire qui est en cours. Et je m'inquiète que ce déficit court là tous les jours et je voudrais savoir ce qu'il en est, s'il y a des mesures qui sont prises. Merci. Alors, comme tu le sais, on ne prend pas de mesures qui ne passent pas auparavant devant le Conseil communautaire, parce qu'autrement, ça nous serait reproché à juste titre. Le prochain Conseil communautaire sera dédié pour une bonne part à la question des déchets. Nous avons des pistes que nous présenterons. Simplement, l'intérêt du travail très important qui a été mené par Olivier Homolle sur la partie budgétaire démontre qu'en réalité, nous n'avons véritablement la main que sur 30%. Il y a 30% du budget sur lequel on peut espérer avoir des marges de manœuvre et qu'il y a 70% quasiment qui nous échappent complètement, si ce n'est à obtenir de nos habitants des réductions importantes de déchets. Mais j'allais dire, le prix du traitement, il est le même pour 450 000 habitants de l'agglomération caennaise et on ne pourra pas opérer. Et donc, on a vu que la partie collecte, c'est 30%. C'est là-dessus qu'on peut avoir des marges de manœuvre, mais j'allais dire, même admettons qu'on arrive à faire 20% de réduction sur 30%, ça représente que 5% au global sur le reste. Donc je pense qu'il y a une chose qui est certaine et qu'on vous présentera, c'est qu'on ne pourra pas éviter une augmentation de la tome, parce que quand vous avez le prix du traitement qui prend 20% et quand vous avez l'État qui, une taxe, la TGAP, passe de 3 € à 15 € en 5 ans, et bien à un moment donné, ça devient compliqué de maintenir le même prix pour l'usager. Après ça, l'effort qu'on peut attendre, effectivement, c'est une réduction importante de la part des usagers, c'est de mettre au compost ce qui peut aller au compost, c'est de bien trier, de mettre dans les sacs jaunes ce qui doit aller dans les sacs jaunes. On a eu pour la première fois, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, au mois de décembre, une réduction significative de tous les apports, j'allais dire non seulement Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, mais de tous les territoires. Et c'est plutôt le signe que les gens sont obligés de se restreindre et de faire attention. On a eu une baisse de 10% du tonnage d'ordures globalement sur le Civédac au mois de décembre. Et c'est la même chose à Rouen, c'est la même chose au Havre. Donc c'est plutôt significatif d'une période compliquée pour le citoyen. Oui, c'est exactement ça. Pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, mes chers collègues, on a avancé rapidement. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente fin de soirée.